nous a dit que cette guerre était terminée. Sega contre Nintendo, Mega Drive contre Super Nintendo, Sonic contre Mario, la vitesse contre le contrôle, le cuir noir contre le pull rouge bien repassé. Sauf que cette guerre n'est pas terminée, elle a juste changé de champ de bataille. Avant, elle se jouait dans les chambres, sur les télés cathodiques, dans les cours de récré, avec des phrases très mesurées du genre « La Super Nintendo est bien mieux que ta Mega Drive. La console, elle est nulle !» Aujourd'hui, elle se joue sur les étagères. Et le plus drôle, c'est que le nouveau soldat de Sega, c'est pas une console, c'est une boîte de Lego. Lego sort une Mega Drive officielle. Et derrière ce petit objet en brique, il y a un truc beaucoup plus intéressant qu'une simple nouveauté pour collectionneurs. Il y a la preuve que la guerre 16 bits n'a jamais vraiment pris fin. Si à la fin de cette vidéo, tu regardes plus jamais cette Mega Drive comme une vieille console, mais comme un drapeau planté dans la mémoire des joueurs, tu sauras quoi faire. Alors factuellement, Lego sort maintenant une Mega Drive officielle en tant que console complète à exposer. Et je précise tout de suite, parce que sinon il y en aura forcément un gardien du temple là, qui va me dire dans les commentaires « Lego ne découvre pas totalement Sega aujourd'hui. Il y a déjà eu des créations de fans, il y a déjà eu des hommages, il y a même déjà eu une manette Genesis Mega Drive officielle en Lego. Mais là, ce qui change, c'est qu'on parle plus seulement d'un accessoire, on ne parle plus seulement d'un clin d'œil, on parle de la console elle-même. La Mega Drive posée comme un objet de collection, la machine entière, le symbole. Pas un énorme monstre à 300 €, pas un meuble, pas une cathédrale en briques. Un petit modèle compact à moins de 500 pièces, annoncé à 39,99 €, disponible le 1er juin 2026. Et là, déjà, c'est intéressant. Parce que Lego aurait pu traiter la Mega Drive comme un objet de luxe, un gros set pour adultes, un truc lourd, cher, monumental, qu'on regarde de loin comme une relique sous verre. Mais non, la Mega Drive arrive dans un format presque populaire, accessible, simple, direct. Et ça, mine de rien, ça colle très bien à Sega. Nintendo, chez Lego, c'était la NES, avec son téléviseur rétro, son mécanisme, son écran qui bouge, son côté pièce de musée, magnifique, hein, mais presque solennel. La Mega Drive, elle arrive plus sèchement. Une console noire, deux manettes, une cartouche. Le choix entre Mega Drive et Genesis et le petit Sonic caché à l'intérieur. Pas besoin d'en faire des tonnes. Elle pose ses briques sur la table et elle dit « Je suis là ». Et franchement, pour une console qui a bâti sa légende sur l'attitude, c'est presque parfait. Si cette sortie marche aussi bien comme sujet, c'est pas parce que Lego fabrique une petite console, c'est parce que cette petite console arrive avec 30 ans de bagages. La Mega Drive, c'est pas seulement un bout de plastique noir avec un port cartouche, c'est un camp. Dans les années 90, quand tu choisissais une console, tu choisissais pas seulement une ludothèque, tu choisissais presque une personnalité. Nintendo, c'était la maîtrise, le jeu familial, la finition, Mario qui saute au pixel près, le royaume propre, contrôlé, parfaitement huilé. Sega, c'était autre chose. C'était plus nerveux, plus frontal, plus adolescent, plus pousse-toi de là, je vais aller plus vite. La Mega Drive, elle te disait pas « Viens vivre une aventure merveilleuse ». Ah non, 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 elle te disait plutôt « Accroche-toi, on démarre ». Et cette différence-là, elle n'a pas disparu. Elle s'est juste déplacée. À l'époque, on se battait pour savoir quelle console était la meilleure. Aujourd'hui, on se bat pour savoir quel souvenir mérite d'être encadré. C'est ça qui me fascine. Techniquement, la guerre est terminée depuis longtemps. La Super Nintendo n'est plus en rayon, la Mega Drive non plus. Sega ne fabrique plus de consoles de salon. Nintendo, lui, c'est devenu un empire familial mondial. Sur le papier, le match est fini. Sauf qu'un match culturel ne se termine pas quand les machines sortent du marché. Et il se termine quand les gens arrêtent d'y croire. Et visiblement, on n'a jamais arrêté. Il y a juste à regarder les commentaires sous toutes mes vidéos qui parlent de Sega et Nintendo. Il suffit de dire Mega Drive et Super Nintendo dans la même phrase et tu peux rallumer une guerre froide avec 3 câbles Péritel et un vieux souvenir de Noël. Il y a toujours quelqu'un pour parler du mode 7. Il y a toujours quelqu'un pour répondre Blast Processing. Et il y a toujours quelqu'un pour dire Sonic allait trop vite. Et quelqu'un d'autre pour te dire Mario était plus précis. Et un autre pour t'expliquer que la version Mega Drive avait plus de patates. Et quelqu'un, évidemment, pour rappeler que la Master System était mieux, parce qu'il faut toujours une personne lucide dans une pièce. Oui, oui, je sais, je force un peu, mais pas tant que ça. Le plus intéressant, c'est pas que Lego fasse une Mega Drive,
c'est que cette Mega Drive arrive après des années où la nostalgie officielle semble tourner autour de Nintendo. La NES, Mario, la Game Boy, Zelda, les objets propres, des icônes universelles, le rétro validé par tout le monde. Nintendo est devenu une sorte de musée vivant de l'enfance. Sega, c'est différent. Sega a gardé quelque chose de plus bancal, de plus nerveux, de moins institutionnel, une aura de challenger. Et parfois, être le challenger, c'est plus puissant que d'être le vainqueur. Parce que le vainqueur, lui, ça devient l'histoire officielle, alors que le challenger, ça devient le souvenir personnel. Nintendo, c'est souvent la grande histoire du jeu vidéo. Sega, c'est mon histoire à moi. Celui qui avait la Mega Drive ne possédait pas seulement une console, il avait parfois l'impression d'être dans une contre-culture de chambre. Bon, pas forcément une vraie contre-culture, ça c'est clair, on reste calme. On parle quand même d'une multinationale japonaise qui vendait des boîtes en plastique à des enfants. Mais dans la tête d'un gamin de 1992, ça comptait. T'étais pas juste en train de jouer, t'étais dans un camp. Et c'est là que Lego devient presque touchant. Parce qu'un adulte qui achète une Mega Drive en briques en 2026, il cherche pas à jouer à Sonic. Il y a déjà des émulateurs, il y a déjà des compilations, des mini-consoles, des Everdrive, des cartouches originales, des câbles HDMI, des solutions plus pratiques. Le Lego ne sert pas à jouer, il sert à reconstruire. Et ce mot est important. Avec un set Lego, tu consommes pas juste un souvenir, tu le remontes, pièce après pièce. Tu reconstruis la forme d'un objet qui, pour beaucoup, a été une porte d'entrée dans une époque. La Mega Drive, c'était pas seulement Sonic, c'était la boîte noire sous la télé, la manette à 3 boutons, les jaquettes agressives, les musiques qui claquaient, les samedis après-midi, les magasins de jeux, les magazines qu'on relisait 20 fois parce qu'on pouvait acheter un seul jeu tous les 3 mois. Et 30 ans plus tard, Lego te dit « Tiens, reconstruis ça !» Pas le jeu, le souvenir. Il y a une raison pour laquelle Sega revient tout le temps dans les discussions. Même quand Sega perd, Sega reste intéressant. Parce que Sega a un truc que beaucoup de marques aimeraient avoir. Une identité qui survit à ses défaites. La Saturn a souffert. La Dreamcast a été arrêtée trop tôt. La branche console a disparu. Et pourtant, le nom Sega, il continue de provoquer quelque chose. Pas seulement de la nostalgie, une posture. Sega, c'est l'idée que le jeu vidéo pouvait être plus bruyant, plus rapide, plus insolent. Alors oui, parfois c'était du marketing. Oui, parfois c'est exagéré. Oui, parfois la promesse était plus grande que la machine. Mais c'est aussi comme ça qu'on fabrique une légende. Une légende, c'est pas toujours celui qui a gagné proprement. C'est celui dont on parle encore quand le match est fini. Et là, en 2026, Lego ne choisit pas seulement de reproduire une console. Lego reconnaît que cette console a encore une place dans l'imaginaire collectif, pas seulement chez les joueurs, chez les adultes qui veulent mettre un morceau de leur enfance sur une étagère. C'est presque absurde quand on y pense. Dans les années 90, Sega et Nintendo se battaient pour vendre des machines puissantes, modernes, désirables. Aujourd'hui, elles reviennent sous forme d'objets décoratifs, des miniatures, des sets Lego, des consoles mini, des affiches, des cartouches encadrées, des mugs, des néons, des t-shirts. La guerre technologique est devenue une guerre esthétique. On compare plus seulement des processeurs, on compare des souvenirs. La Super Nintendo, c'est une couleur de plastique. La Mega Drive, c'est une silhouette noire. La Game Boy, c'est un gris verdâtre. La Master System, ce quadrillage qui disait clairement « Nous avons découvert le futur dans une salle d'attente des années 87 ». Et tout ça continue de nous parler. Parce que ces objets ne sont pas seulement des machines, c'est des raccourcis émotionnels. Tu vois la forme et ton cerveau complète le reste. L'odeur du meuble télé, le bruit du bouton power, la cartouche qu'il fallait remettre 2 fois, le câble Péritel derrière la télé cathodique, le « Attends, je finis le niveau !» C'est ça que Lego vend aujourd'hui. Pas une Mega Drive, une Madeleine en plastique. Et là, il faut se poser la vraie question. Pourquoi ça marche encore ? Parce que le rétro gaming, c'est pas seulement une passion pour les vieux jeux, c'est une manière de remettre de l'ordre dans le temps. À l'époque, on savait pas qu'on vivait une période mythique, qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or du gaming. On jouait, c'est tout. On râlait parce qu'un jeu était trop dur, on soufflait sur les cartouches,
On comparait des jaquettes, on attendait Noël, on lisait des tests comme si c'était des textes sacrés, et on croyait que tout ça était normal. Et aujourd'hui, on comprend que c'était pas seulement des jeux, c'était une époque où chaque machine avait une personnalité. Une console, c'était pas une interface neutre, c'était un objet de caractère. La Mega Drive avait une gueule, la Super Nintendo avait une douceur, la NES avait une autorité, et la Master System avait une élégance que seuls les gens très intelligents remarquaient. Bon oui, c'est vrai, je suis pas objectif, mais au moins je suis cohérent. Donc non, la guerre Sega Nintendo n'est pas terminée. Elle n'a plus besoin de nouvelles consoles pour exister. Elle vit dans les collections, dans les vidéos YouTube, dans les commentaires, dans les vitrines, dans les souvenirs qu'on reconstruit brique par brique. À l'époque, Sega voulait battre Nintendo dans les salons. Aujourd'hui, Sega revient dans les salons autrement, pas branché à une télé, pas au bout d'un câble Péritel, pas avec une cartouche qu'on enfonce trop fort parce qu'on a peur qu'elle démarre pas, mais sous forme de symbole. Une petite Mega Drive en Lego. Et c'est peut-être ça la vraie victoire tardive de Sega. La firme, elle a perdu la guerre des consoles, mais elle a jamais perdu la guerre de l'attitude. Et visiblement, 30 ans plus tard, il suffit encore d'un rectangle noir, de 2 manettes, d'une cartouche sonique et de quelques briques pour rallumer le vieux débat. Alors moi, je vous pose la question. Si Lego devait continuer cette guerre du rétro, vous voudriez quoi ensuite? Une Super Nintendo? Une Master System? Moi j'aimerais beaucoup. Une Dreamcast? Une Saturn? Pour les gens qui aimaient souffrir avec élégance? Dites-moi ça en commentaire. Et si vous pensez que Sega n'a jamais vraiment perdu, là aussi, écrivez-le. Pas pour avoir raison, pour relancer la guerre proprement.